Bienvenue à Grésillé, près d'Angers, chez les troglodytes de Troglobal qui ont décidé de s'enterrer pour mieux survivre. Dominique, notre envoyé spécial pour Trax, a exploré le fond des cavernes. C'est là qu'une nouvelle génération d'anti-mondialistes a fait son trou. Rien à l'horizon. Normal, c'est en dessous que ça se passe. Dans les sous-sols du pays d'Anjou se cache un trésor, le calcaire. Là, dans des carrières creusées dès le Xe siècle, on a extrait la pierre qui servait à l'édification des châteaux de la Loire. On compte ici la plus forte concentration de grottes d'Europe et le premier village troglodyte fondé par une communauté d'irréductibles. On sent au cœur de la terre, quoi, dans le ventre de la terre. Il y a beaucoup de roches et puis c'est très silencieux. Ça filtre tout ce qui vient de l'extérieur. Tu dis, bah tiens, on va dormir dans cette grotte-là ou on va dormir dans celle-là. Hop, on récupère les matelas, machin, on s'installe le petit lit d'amour, quoi. Comme ça a été pas occupé pendant 50 ans, les arbres ont continué de pousser, les racines ont légèrement poussé la pierre et il y a eu des infiltrations d'eau et ça fait que les plafonds sont fissurés. Il y a 5 ans, Zaz, tailleur de pierre et archéologue, achète pour 27 000 € avec son ami Paco ces grottes. Son but, partager son paradis gruyère. C'était un peu de l'abolition de la propriété. C'était de proposer le site à des gens qui pourraient loger sur place, manger sur place, en contrepartie de travaux. Ici, les troglos ont inventé l'après-squat. Si chacun peut se faire son trou et choisir sa grotte, l'objectif est de construire un vrai village, avec son auberge, son potager et sa monnaie. Au Moyen-Âge, la population de Grésillé vivait dans ces carrières aménagées en habitation. Dans les années 50, l'endroit est déserté. Aujourd'hui, les squatteurs urbains et les travelers réinvestissent ces cryptes ancestrales. Dès qu'elle le peut, Sylvie, surveillante dans un collège, vient ici faire sa cure de grotte. Ce week-end, elle a initié Sarah, 19 ans, à la vie souterraine. Face à l'humidité et au froid, Sylvie a sa planque. Alors le lit, et ben là-haut, tout là-haut, comme ça il y a la chaleur qui est là-haut, en plus c'est encore meilleur là-haut, c'est le bon plan. Paco, 29 ans, originaire de Nantes, fait partie des pionniers. Voici sa dernière expérience. On est devant chez moi, devant ma tanière. C'est un dôme géodésique. Les plaques offset, c'est de la récupération d'imprimeurs. Ça fait une couverture. Là, ça nous a coûté 5000 balles quoi, de matos en tout. Le dôme géodésique est créé par Richard Buckminster dans les années 50. L'habitat écologique et nomade, imaginé par cet architecte américain avant-gardiste, inspirera plus tard les hippies. Le village enfants, le village d'Astérix, le village des Schtroumpfs, ça a toujours été un vieux fantasme, quoi. Un truc qui m'a toujours... Merci. Merci. Voilà, mais c'est à ça qu'on reconnaît un troglo. Parce qu'à Angers, les gens sont bien propres sur eux, mais par contre, il y a des troglos qui débarquent, qui ont les souliers tout crottés. Au village Troglobal, la population varie de 20 personnes en hiver à plus de 100 l'été lors des festivals foirinettes ou des free parties. Comme moi je suis maçon de métier, ça m'a plu, tout de suite on s'est mis à bricoler là-dedans. On part dans des délires, faire des dômes et tout. On se rend vite compte qu'en fait, il y a plusieurs problèmes. C'est déjà construire une maison, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut un peu d'argent, même si on fait avec beaucoup de récup. Et en plus, on n'a pas le droit. Ici, c'était l'occasion de pouvoir s'exprimer en architecture, en construction, d'une manière complètement libre.
c'est l'anarchitecture. Ici, pas besoin de permis de construire, chacun met sa pierre à l'édifice et se forme lors d'ateliers de taille de pierre. Les canettes et les bouteilles de bière sont utilisées pour la maçonnerie. C'est le règne du système D. Alors l'été, on remplit la grosse bassine noire qui est en haut. Avec le robinet, elle chauffe au soleil. Et le soir, vers 5 h, hop, petite douche, écolo, pratique, rapide, gratos. C'est un bon butin quand même, regarde ça. La société là, elle nous fait un gros cadeau là. Merci la société quoi. Je suis parti sur un reportage en fait que j'ai vu sur les communautés 68 Arts en Australie. Donc moi je suis parti là-bas à fond parce que j'y croyais à fond en fait, sans savoir que ça existait en France. Et je suis revenu parce que je pense que c'est en France qu'il faut faire bouger les choses. Toutes petites entités comme ça, il y a moyen d'être utopique, mais de le vivre vraiment, quoi. Avant, il y avait bien la barrière des sexes, quoi. Les femmes étaient considérées comme inférieures et sans âme. Il y avait la barrière des races. On considérait les noirs bons pour tracter et travailler, mais des animaux, quoi. On les considérait comme des animaux. Si on rompt la barrière des espèces, automatiquement, on résout quand même pas mal de choses, quoi. Ici, c'est une grosse plante où il y a écrit vegan, ici en graphe, avec des tournesols qui sont souvent des symboles écologiques. Plus on monte, plus c'est de la souffrance, quoi. Il doit y avoir un cirque ici, pareil. Et les animaux où ils souffrent le plus, c'est dans les laboratoires et les cirques. Végétarien depuis 8 ans, Eddie est devenu vegan, cette version hardcore du végétarisme qui refuse tous les produits issus de l'exploitation animale, du miel au lait jusqu'aux cosmétiques et aux vêtements. La souffrance des animaux d'abattoir brise le cœur d'Eddie. La seule chair qu'il touche, c'est celle de ses congénères dans un salon de piercing de Saint-Germain-en-Laye où il travaille. On a choisi de se nourrir complètement végétal et c'est aux autres que ça pose un problème, pas à nous, quoi, parce que nous on arrive complètement à s'alimenter sans aucune carence, sans aucun problème de santé. Apparemment j'ai pas trop l'air d'une tringlette tout maigre et tout blanc, quoi. Ne me mangez pas. Voilà ce que vous mangez quand vous consommez de la viande. Aujourd'hui, être végétarien, c'est devenu sexy. Si vous devez porter de la fourrure, portez-en de la fausse. Il n'y a rien de branché dans la fourrure. Sur le web, des anti-fourrures aux anti-lait, en passant par les marchands de chaussures végétariennes, les sites anti-viande se multiplient. Avec 750 000 membres à travers le monde et des ambassadrices comme Pamela Anderson ou Kim Basinger, l'organisation américaine PETA, People for Ethic Treatment of Animals, combat l'industrialisation de la souffrance. Fer de lance de leur action, ce documentaire culte Meet Your Meat, rencontre ta viande. À Paris, les vegans affichent leur fierté d'être végétariens lors de la Veggie Pride. Leur mouvement s'internationalise. On vient spécialement d'Ukraine pour la Veggie Pride. On est pris pour des extraterrestres plus qu'autre chose en fait. Le problème aussi c'est qu'il y a beaucoup de préjugés en fait. Les gens ils savent pas vraiment, ils croient que c'est dangereux de ne pas manger de viande. J'ai voulu être végétarienne la première fois quand j'avais 15 ans. C'est quelque chose que je sentais, je sais pas, moi quand j'étais petite, j'ai vu mon père égorger des lapins. Aussi on me disait, ah oui, tu t'es pas contente, mais t'es bien contente de le manger. Et là je me suis dit, bah non, si c'est comme ça, je suis pas bien contente de le manger et j'en ai pas besoin, donc je vais arrêter. Nathalie, 25 ans, est co-organisatrice de cette 3e Veggie Pride. Son dégoût de la viande remonte à ses cours de biologie où des profs barbares l'obligeaient à disséquer des grenouilles. Pour moi, il est inconcevable d'être attiré par quelqu'un qui n'est pas vegan. Parce que l'échange de salive avec quelqu'un qui a mangé un cadavre 2 minutes avant, franchement, je conçois même pas. L'appartement de Nathalie est l'épicentre de débats passionnés où se confrontent tous les courants de l'antispécisme. Je pense pas que ce soit une question de débattre sur le cri de la moule ou de l'huître. C'est simplement que ce sont des animaux qui vivent dans un espace où
où on n'a pas à venir les emmerder. C'est nous qui allons les chercher pour ensuite les bouffer. Avant d'être remis en selle par les punks hardcore américains du mouvement Straight Edge, les végétariens ont structuré leur idéologie pendant plus d'un siècle et demi. Inventé par des progressistes anglais en 1847, le mot végétarien a essaimé en Occident. Au milieu du XXe siècle, le végétarisme surfe sur l'engouement pour des religions orientales comme le bouddhisme, qui condamnent la souffrance animale au nom de la réincarnation. Aujourd'hui, ce refus de la nourriture carnée est aussi porté par la communauté Rasta. Une vague qui gagne même le Japon où se multiplient les restaurants 100% végétariens. En Suisse, on a même ouvert à Zurich le premier fast-food, service de restauration rapide pour les amateurs de carottes et de tofu. Moi, je vois bien l'avenir comme ça, quoi. C'est-à-dire, comme quoi? C'est-à-dire 100% synthétique, quoi. Le tapioca qui bouffe dans Matrix, ça serait ça, quoi. Un truc 100% synthétique qui satisferait à 100% des besoins naturels d'un humain adulte, et voilà. Mirror, mirror on the wall, tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe. People say I... Voilà, donc je vous souhaite une bonne santé dans la continuation. Eddie croit qu'un autre monde est possible, un monde végétarien où la révolution se ferait dans notre assiette. Un humain passe en moyenne 6 années de sa vie à table, un temps qu'Eddie est bien décidé à mettre à profit pour se faire du bien. J'ai des laitages. Des laitages végétaux, tu vois, crème, yaourt. Après, des fruits, des légumes comme n'importe quel frigo de viandiste. Et puis de la source de protéines, alors ou du sétan ou du tofu. Je m'occupe pas du tout de la défense de l'animal humain, quoi. Moi, personnellement, j'en ai rien à battre, quoi. C'est pas une espèce en voie de disparition, on est largement nombreux. Sur les traces de Peter Singer, inventeur de l'antispécisme en 1975, les végétariens hardcore remettent en question l'ordre du monde en marge de la Veggie Pride à Montreuil. Nous, ce qu'on cherche, c'est un changement quasiment de civilisation pour ce qui est de notre rapport aux autres animaux et aussi pour ce qui est de notre rapport à la morale et à la politique. Un débat repris par le collectif d'artistes Art Orienté Objet qui pose la question de la place de l'homme dans le règne animal. En attendant de s'injecter du sang de panda dans les veines, il s'affiche avec ce manteau réalisé à partir de fourrures d'animaux victimes du trafic routier. Nous, on n'est pas végétalistes, c'est vous les viandistes. En voilà qui n'ont pas été digérés par le système. À New York, la ville d'Aaron Rose, les Freegans font leur marché. Qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent de la nourriture dans les poubelles. Oh, pour qui? Pour eux-mêmes. Comme les clochards, ils font les poubelles, sauf que pour eux, c'est un manifeste politique. Leur activité favorite, le dumpster diving, littéralement le plongeon dans la benne, où ils se régalent des surplus des restaurants et des supermarchés. Mais comment en arrive-t-on à se nourrir dans les poubelles? Par curiosité et pour avoir plus d'outils pour survivre et vivre. C'est pas un problème d'argent. Oui, j'économise de l'argent et donc j'ai moins besoin de travailler et donc j'ai de l'argent pour faire d'autres choses. C'est logique dans ce sens-là. Si je faisais ça au Japon, j'aurais honte. Je me fous de ce que les gens pensent. Si je me fais tabasser, il n'y en a pas un qui bouge. C'est assez facile de ne rien acheter et de ne pas contribuer à la culture de la consommation. Les Freegans ne risquent pas de mourir de faim. Aux États-Unis, plus de 40% de la nourriture finit à la poubelle.
La seule ville de New York produit 13 000 tonnes d'ordures ménagères par jour. Illustration de ce gâchis, Fresh Kills, l'une des plus grandes décharges au monde située à Staten Island. Pour les Freegans, c'est la face cachée d'un modèle bâti depuis les années 50 aux États-Unis qui pousse toujours plus à la consommation. Pendant des décennies, le système a fait rêver le monde entier. Mais aujourd'hui, la machine s'emballe. Avec seulement 5% de la population mondiale, les États-Unis consomment plus d'un quart des ressources planétaires. Insupportable pour Adam, chef de file des Freegans. Je suis le descendant direct d'une femme qui est morte dans les camps de la mort nazis. Pour moi, cette femme n'a pas seulement été victime des acteurs directs de l'Holocauste, mais de chaque personne qui n'a pas eu la volonté de se lever et qui prétendait que c'était le problème de quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous qui est en face d'atrocités a la responsabilité de faire en sorte d'arrêter ça. 3 fois par semaine, Adam forme de nouveaux Freegans dans une course contre la montre avant le ramassage des ordures. Les meilleurs spots, grandes surfaces et fast-food qui jettent sur le trottoir à partir de 22 h les produits tout juste périmés. Un piment. Il y a des gens qui font ça depuis plus de 10 ans. Je pratique depuis peu, donc je suis pas capable de le faire toute seule. Je dois être dans un groupe. Se nourrir des rebuts, ça ne s'improvise pas. Vérifiez les dates, essayez de trouver pourquoi ça a été jeté. Il fait froid, donc c'est sûrement bien conservé. Attrape. Ça marche souvent, ces trucs-là. De la sauce thaï à l'ail grillé. Ça a l'air bon. Oh, c'est un truc bio. C'est bio. C'est une courge bio. Au commencement, Adam était vegan, se nourrissant exclusivement de produits végétaux. Il a étendu son activisme en limitant au maximum sa participation à l'activité économique et en devenant freegan, contraction de free, libre, et vegan, végétalien. J'ai toujours fait des boulots mal payés. J'ai toujours voué la plupart de mon temps à des travaux non rémunérés plutôt qu'à des boulots payés. Mes besoins en termes d'argent sont très limités. Je vis avec ma famille pour partager les dépenses et économiser. Et en plus, ça c'est un autre truc, j'ai récemment déménagé pour habiter avec mes grands-parents. Mes grands-parents sont très vieux, ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. En étant au chômage aujourd'hui, je peux rester aux côtés de ma grand-mère et être là si, par exemple, elle tombe et qu'elle n'arrive pas à se relever. Dans notre société, d'un côté, on a les républicains, les politiciens de droite, qui parlent des valeurs familiales. Et d'un autre côté, on a cette économie où chacun doit prendre 2 ou 3 boulots juste pour garder un niveau de vie décent. C'est la pire des choses pour la famille, parce que les gens n'ont pas le temps de rester avec les leurs. Ça fait 10 ans qu'Adam n'a pas acheté de nourriture. Régulièrement, il organise dans la boutique altermondialiste Antimart des repas mitonnés à base d'aliments récupérés dans les poubelles. Ses invités, des médias venus du monde entier. Avec son ami Charlie, Adam poursuit sa croisade sur Internet. Leur site annonce les prochaines sessions de dumpster diving. On m'a déjà offert de l'argent, ça s'est produit beaucoup de fois. Et j'ai dû expliquer que je ne faisais pas ça parce que j'étais pauvre, mais à cause de mes principes. Si les gens insistent pour me donner de l'argent, je le prends et je le donne à des SDF. Pour les Freegans, cette course à la consommation rappelle le déclin de l'Empire romain. En 2004, l'artiste conceptuelle Wendy Treyman réalise Vomitorium, une performance publique devant une église de Williamsburg. Après avoir fait appel à candidature, elle met en scène des volontaires qui incarnent les différents acteurs de la société de consommation, du Golden Boy à la shopping addict en passant par le militaire. Dans un bouquet final, ils vomissent à l'unisson dans un bac recouvert d'un drap et équipé de micros.
J'ai mis en place cet événement en partie à cause de là où j'ai grandi, parce que le consumérisme y sévit. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Plainview, une ville très ennuyeuse. On y trouve des familles des classes moyennes, des jeunes adolescents avec des jolies voitures. Au lycée, les élèves étaient compétitifs avec leurs habits, les marques. Et j'ai trouvé ça détestable dès mon plus jeune âge. Wendy vit à Brooklyn, face à Manhattan, avec son ami Michael. Elle a rejoint la communauté des Freegans en organisant des ateliers de récupération de vêtements. Son petit ami a quitté son travail d'informaticien dans une banque, échangeant son gros salaire contre une vie plus libre. Ensemble, ils partent fonder une école d'art du feu à Mexico, dans le désert, en partenariat avec les utopistes de Burning Man. Ça se voit pas là, mais la plupart de nos meubles, nous les avons trouvés dans la rue. New York a un fabuleux débit de poubelles. C'est un bon endroit pour récupérer des meubles. Ces bananes et cette poire, elles n'ont rien qui cloche. Et ils les jettent. Parce qu'ils achètent en gros. Et quand tu achètes en gros, c'est moins cher. Et ils ont des contrats avec les distributeurs qui disent « Vous nous achetez plus de marchandises chaque semaine et on vous la fait moins cher. » Donc c'est dans les contrats. Et lorsqu'on arrive à la fin de la semaine, ils jettent ce dont ils n'ont plus besoin et c'est remplacé. Tout est conçu pour être gâché. Je suis pas un loser parce que je sauve la nourriture, je suis un héros. Étudiant mathématicien et fanatique d'informatique, Charlie allie freeganism et technologie en tirant la majorité de ses revenus de la réparation d'ordinateurs. C'est très simple, les gens m'appellent quand ils ont besoin d'aide avec leur ordinateur et ils peuvent venir chez moi avec leur machine. Il n'y a pas d'organisation ou de lieu spécifique. Je peux partir en vacances si je veux et revenir, ça me laisse plein de temps libre. Tu peux aller et venir, c'est un réseau qui repose sur la souplesse et la décentralisation et j'aime les systèmes décentralisés. Plusieurs fois par mois, Charlie organise des soirées au cœur de Big Apple. C'est sa façon à lui de répandre la bonne parole freegan. Je vis dans la ville la plus riche des États-Unis, enfin l'une des plus riches. Et ce concept est totalement étranger aux gens qui vivent autour de moi. L'un de mes meilleurs amis plonge dans les bennes et en sort un paquet de trucs gratuits. Si c'est du yaourt, je ne touche pas. Si c'est du pain ou des patates, je pourrais cuisiner avec. C'est une façon très libérale d'être conservateur. J'aurais adoré y aller, toutes ces jolies poulettes véganes et hippies qui sautent dans les bennes, s'il ne faisait pas moins 12. C'est juste aujourd'hui, j'ai trop froid, je m'y mets la semaine prochaine. Ouvert ou fermé? Ouvert? Fermé? Je laisse ouvert. Ce sont des cartons pour que les gens demandent de l'argent ou des trucs. Donne-moi de l'argent ou pisse-moi dessus. Et là, c'est la mienne. Paie-moi pour être un clochard, comme ça, t'as pas à en être un. La non-participation freegan, c'est aussi refuser de payer un loyer. Ce squat de l'East Village existe depuis le début des années 80. Plus jeune, le Californien Gabriel Russell était autiste. Il se révèle aujourd'hui être un excellent programmeur informatique, ce qui lui permet de travailler à Wall Street. Je travaille pour l'une des compagnies les plus démoniaques au monde et je développe pour eux des programmes de marketing. En ce moment, j'écris des systèmes de déagrégation multidimensionnelle. C'est marrant, j'aime ça parce que c'est des maths, comme des Legos. Mon premier réflexe était de le tuer, mais je ne vais pas le faire. Il n'est pas encore mort. Josh, musicien, peintre et réalisateur, a accueilli Gabriel dans son squat. Il a fait sienne la devise des Freegans, refuse d'entrer dans la course. Si tu considères chaque instant, on est tous des perdants, parce que chaque instant s'en va. Peut-être que je ne suis pas un loser, mais juste retardé. Attends, laisse-moi passer.
T'es riche si t'as pas un patron cruel à qui rendre des comptes. Je suis mon propre esclave et mon propre maître. C'est un peu compliqué dans la chambre à coucher, spécialement quand je suis tout seul. Josh a réalisé un documentaire invendable sur les écureuils qui squattent les parcs new-yorkais avec sa petite amie Sophie, la fille du dessinateur Robert Crumb. Welcome to Times Square. We're looking for squirrels in Times Square. Alerte maximale en Angleterre. L'épidémie tant redoutée de grippe aviaire vient de frapper l'île. Heureusement, à Bristol, des activistes d'un nouveau genre ont tout prévu en truffant la forêt proche de containers étanches. En cas de catastrophe, il faut en moyenne 2 semaines avant que les gens ne commencent à se manger les uns les autres. D'où tu sors cette information? Je sais plus. Mais c'est le genre de choses dont tu te souviens, non? Cale Brandon et Eth Bunding ont imaginé cette répétition d'évacuation générale parce qu'ils n'ont plus confiance dans les autorités sanitaires de leur pays. En cas de catastrophe, ils tiennent à disposition une carte des points de survie. Le duo explore technologie, art et business pour pratiquer un activisme nouveau, court-circuiter le système de l'intérieur. Depuis 5 ans, on a dû changer notre approche. Avant, on dénonçait les multinationales. Maintenant, les gens savent qu'elles sont néfastes. On n'a plus besoin de le marteler, d'expliquer comment elles fonctionnent, à quel point elles ont infiltré le pouvoir. C'est une évidence. Il faut donc passer à l'étape suivante, à savoir, c'est nous le gouvernement, c'est nous qui construisons la société. Eth et Cale font partie du réseau de résistance Irrational. Leur objectif, inventer de nouvelles armes contre les multinationales et l'injustice d'État. Les Irrationals sont interconnectés sur toute la planète. À Mexico, Meror Vida Corporation, l'entreprise pour une vie meilleure, fabrique des faux codes barres à coller pour payer moins cher dans les magasins. L'Argentine Judy Verten, elle, a conçu ses baskets équipées d'une boussole et d'une carte pour aider les immigrants clandestins mexicains à passer la frontière américaine. Ces activistes high-tech partagent leur savoir-faire et leur compte bancaire sur le site Irrational. Pour torpiller la World Company, Cale s'est improvisée chimiste. 5 ans plus tard, elle a mis au point la recette de son soda. C'est un cola comme les autres. Notre but, c'est de concurrencer directement Pepsi et Coca-Cola. Mais sans devenir aussi gros. C'est répugnant. Le credo des Irrationals, fournir à tous les outils pour construire un autre monde. Toutes leurs inventions sont libres de droit sur Internet. Avec 500 $, Is a conçu ce kit dévastateur. Le kit Super Mauvaise Herbe est une arme biologique. Elle est destinée à enrayer le rendement des OGM. Si tu as une augmentation de 5 ou 10% de mauvaise herbe dans un champ, le rendement devient nul. Il suffit donc d'introduire la quantité nécessaire de superweed et le fermier ne pourra plus rien faire de ces OGM. C'est ça qui rend la superweed si spéciale, c'est qu'elle est indestructible. Les fermiers peuvent l'asperger de désherbant tant qu'ils veulent, la superweed ne meurt jamais.
Le mythe des OGM, c'est qu'il faut $1 million et toute une équipe très performante pour s'y attaquer. Moi, je suis punk. Un punk de la rue, et ça ne se voit pas parce que j'ai presque 40 ans. Mais je voulais montrer que n'importe qui peut faire ce genre de choses. Le kid de Hust n'aurait que peu de pouvoir si à plus de 1000 km de là, Lone n'avait inventé l'arme fatale. Près de Copenhague, sa fusée peut vaporiser à tout moment la superweed dans les champs d'OGM. Je crois qu'il faut une meilleure distribution des technologies. Je ne comprends pas pourquoi seules les grandes puissances pourraient lancer des fusées. Celle-ci est complètement légale, enfin tant que je ne la lance pas. Sorte de professeur tournesol danois, Lone crée des outils destinés à accroître l'autosuffisance, à commencer par sa maison en kit, montable soi-même. Mon père était architecte, donc j'ai grandi dans un environnement très créatif. Je souffre d'une maladie rare, appelée l'indignation sociale. Ça veut dire que je pense que nous avons toujours de graves problèmes de répartition du pouvoir et des outils entre les gens. L'autonomie version Lone commence avec la maison roue ou encore la cuisine vélo ambulante, histoire de squatter correctement où on veut, quand on veut. Avec son collectif N55 qui possède ses propres moyens de production, la limite, c'est celle de l'imagination. Ses inventions sont répertoriées dans un manuel disponible sur son site web où l'on peut même apprendre comment se nourrir en cultivant ses étagères. On a créé un vrai collectif, on a emménagé ensemble. L'idée, c'était de reconstruire la ville de l'intérieur, de recréer notre propre environnement. Si on continue à laisser le pouvoir se concentrer dans un nombre toujours plus restreint de mains, la répartition du pouvoir sera tellement problématique que le processus démocratique, initié il y a 2000 ans et souvent malmené, va s'arrêter. À quelques pâtés de maison de la base de N55, 3 anciens étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Copenhague ont fondé en 1993 le collectif Superflex, dont les réalisations s'exposent de la Biennale de Venise à Los Angeles en passant par la Corée du Sud. Leur objectif, court-circuiter les multinationales en combinant design et high-tech. Nous créons des outils pour des fermes au Cambodge ou en Afrique, en Tanzanie, mais aussi pour les communautés de personnes âgées à Liverpool. Les outils sont différents, mais ils tendent tous à donner plus de pouvoir aux gens. Par exemple, on a créé un outil qui s'appelle Supergaz et qui permet de créer sa propre énergie à partir de déchets, comme la merde par exemple. Superflex distribue son invention Supergas en Afrique et en Asie depuis 1997. En transformant les excréments comme ceux de ces cochons en gaz bio, ce dispositif bon marché et facilement transportable permet l'autosuffisance des familles des pays les plus pauvres. Il y a 3 ans, les Danois ont réussi leur plus beau coup.
L'American Beverage Corporation fabriquait un soda à base de guarana, une plante d'Amérique du Sud spoliant les Indiens qui le produisaient d'une façon traditionnelle. Superflex a ouvertement copié les Américains pour créer un contre-soda, tout en achetant le guarana à un prix décent. Aujourd'hui, leur boisson parasite fait un carton. On s'est servi de la marque, du logo, etc., de la multinationale comme matière première. Donc on pourrait dire qu'elle utilisait la matière première des Indiens et que maintenant, ce sont eux qui utilisent sa matière première. Aux portes des Alpes, le premier pôle européen dédié aux nanotechnologies vient de sortir de terre. Minatech rassemble une quarantaine de laboratoires. Son objectif, explorer ce monde invisible. Un enjeu stratégique et ultra protégé. Le 1er juin 2006, jour de l'inauguration du site, Grenoble est sous haute tension. Les anti-nanos ont décidé de gâcher la fête. Les nanos, moi j'en ai entendu parler par des personnes qui ont été au courant de ce qui se faisait là-bas au centre de recherche de Minatech. Maintenant ils ont l'air d'avoir des projets pas très catholiques, on va dire. Ils vont dire il y a trop de terroristes, après ils vont mettre des puces à tout le monde pour contrôler les gens. Parce qu'il y a déjà des caméras de partout, j'ai vu, et j'ai regardé dans les... C'est les chiffres de la bête, 666. On va partir dans le futur, on va se trouver comme dans le film Alien, où je sais pas... C'est un 5e élément, on va avoir trop de trucs dans le système, quoi. Face au mystère du nanomonde, tous les fantasmes sont permis. Pour le millier d'opposants, nanotechnologie égale maxi-servitude. Organisée par le collectif Pièces et Main-d'œuvre, la manifestation est méga fliquée. Persuadés de toucher un point sensible, les activistes ont la parano dans le rouge, au point pour certains de refuser de parler à visage découvert. C'était une manifestation hyper tendue, mais il faut savoir aussi que les technologies qui vont sortir de Minatech, les premières personnes qui vont les subir et qui vont en pâtir, c'est les SDF, les reclus, les parias, et c'est ceux qui étaient dans cette manifestation. 1984, c'était juste un peu plus tôt, un peu trop tôt comme date et un peu désuet comme moyen, parce que les moyens qu'on va avoir grâce aux nanotechnologies vont être énormes, quoi, infinis. C'est de la gestion du cheptel humain à une échelle gigantesque et plus qu'efficace, quoi. La Stardust, c'est un petit spray qui pourrait être utilisé avec des poussières de surveillance et qui pourrait être mis par exemple dans des endroits à l'insu de gens et qui serait muni d'un micro et qui pourrait écouter ce qui se dit, etc. Et ce serait véritablement invisible. Un nano, c'est 1 milliardième de mètre. En fait, c'est environ en 100 millième de l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est tout petit. En fait, ça manipule la matière à l'échelle de l'atome et du molécule, c'est-à-dire au niveau le plus bas possible. Exploiter le monde de l'infiniment petit, Richard Feynman l'imagine en 1959. Le prix Nobel de physique déclare « Il y a plein de place en bas » et prédit qu'on pourra faire tenir les 24 volumes de l'Encyclopædia Britannica sur une tête d'épingle en écrivant à l'aide d'atomes. Avec l'invention du microscope à effet tunnel au début des années 80, ces prédictions deviennent tangibles. Les chercheurs réussissent à manipuler les atomes à l'échelle du nanomètre, 30 000 fois plus fin qu'un cheveu. Un univers infini de possibilités s'offre à l'espèce humaine. Dans le domaine médical, on rêve de nanorobots, vecteurs de médicaments apportés au cœur même des cellules malades. En descendant jusqu'à l'échelle atomique, on pourrait recomposer la matière et inventer de nouvelles formes de vie artificielle pour le meilleur et pour le pire. Un futur dont se nourrit la science-fiction.
Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon, that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Better than kings. C'est en même temps le nouvel Eldorado, c'est-à-dire qu'on peut imaginer plein de combinaisons quand on assemble les atomes de manière astucieuse. C'est un peu un Lego dans les dimensions atomiques. Je rappelle quand même, c'est ce qu'a fait la vie sur Terre, puisqu'elle a d'abord associé quelques atomes dans des molécules simples, puis des molécules plus compliquées, qui se sont associées entre elles, qui ont construit ensuite des petits organismes vivants, qui se sont complexifiés pour arriver aujourd'hui à la vie sur Terre. Donc ce n'est rien de plus que ce qu'a fait la nature par elle-même. C'est le patron initiateur de Minatec qui le dit lui-même. Avec les nanotechnologies, tout est possible et les industriels venus en masse à l'inauguration l'ont bien compris. La délégation générale pour l'armement, elle, a signé un accord lui donnant accès aux futures trouvailles du pôle. Si tout le monde se veut rassurant, il n'a pas échappé aux militaires que les nanotechnologies représenteront des armes redoutables. Plus de 3500 personnes vont s'activer dans la nanosphère, parmi elles des étudiants comme Antoine. Et les principaux systèmes utilisés, beaucoup décriés par les opposants comme les puces RFID et tout ça, ça fait 50 ans que ça existe et c'est jamais devenu liberticide. Pas facile de montrer l'infiniment petit. Inauguré en grande pompe, Minatec ne donne pas grand-chose à voir, malgré les 192 millions engloutis. Mais on se bouscule pour jeter un œil sur l'invisible. Pour le moment, les scientifiques se la jouent modeste et vantent le nanomonde à coups de revêtements nano-modifiés qui vont faire pleurer les taggers ou des puces informatiques nanométriques. Une fois, j'ai amené une puce à mon père, il l'a mis sur le doigt, il m'a dit si tu as fait des études jusqu'à 27 ans pour faire ça, c'était pas la peine. Alors bon, j'ai dit, je passais à autre chose, quoi. J'ai laissé tomber ce jour-là, oui, si je veux dire. Donc, là, il y a je suis un peu mal, quoi. Donc, vous avez un joker, non? Écartés du pôle Minatec par un cordon de sécurité sur les dents, les nano-activistes se sont repliés à la bifurque dans la périphérie de Grenoble. Face à la mise sous cloche de l'information, ils revendiquent la possibilité de débattre. Pour eux, les nanotechnologies sont des nécrotechnologies qui réservent un futur encore plus angoissant que le nucléaire et les OGM. Je sais qu'à Minatec, ils utilisent beaucoup d'eau pour créer leurs puces. C'est des chiffres qui sont effarants. Je crois que c'est 1 million de mètres cubes par an. C'est énorme quand on sait qu'il y a des personnes qui n'ont même pas 1 litre d'eau à boire par jour en Afrique, des choses comme ça. Enfin, moi, c'est des trucs qui m'effarent. J'ai ma sœur qui est ingénieure justement là-dedans, dans l'aéronautique et tout, qui fabrique pour moi, elle fabrique des missiles. Elle va les faire tomber sur des gens. Donc des missiles de plus en plus puissants, de plus en plus développés, de moins en moins visibles, etc. etc. Et là-dessus, on ne nous a pas demandé notre avis par rapport au nano. C'est de loin la technologie la plus puissante que le monde ait jamais vue. Au niveau investissement, il y a plus d'argent qui va dans la recherche sur les nanotechnologies que ce qu'on a mis sur le projet Apollo pour envoyer un homme sur la Lune. Il y a plus d'argent dans les nanotechnologies que dans le projet Manhattan, qui est à l'origine de la première bombe atomique. Invité par les membres de Pièces et Main-d'œuvre, Pat Money est passé de la lutte anti-OGM à la guerre contre les OM, les organismes atomiquement modifiés. Détenteur du Giraffe Award, un prix qui récompense ceux qui sortent la tête du trou, ce Canadien malvoyant est devenu le José Bové des nanotechnos. Personne ne sait si c'est dangereux. Même le gouvernement l'ignore. En France, là, les gens mangent, utilisent les nanoparticules dans leurs produits cosmétiques. On le vaporise sur les champs, on en trouve dans les voitures, dans les ordinateurs, sur les vêtements. On trouve plus de 700 produits utilisant les nanotechnologies sur le marché. Les gens feraient mieux de se renseigner et le gouvernement devrait être capable de nous rassurer. En réalité, ils en sont incapables. Ils refusent d'admettre l'infiniment petit comme un problème de sécurité. L'une des premières créations liées aux nanotechnologies, c'est le nanotube de carbone, une structure artificielle mise en évidence au Japon en 91. Ces tubes d'un nanomètre de diamètre sont 100 fois plus résistants et 6 fois plus légers que l'acier.
Utilisés pour renforcer des raquettes, les clubs de golf ou le blindage des tanks, ils sont dénoncés par les anti-OAM comme une nouvelle amiante qui ravage les poumons. Nanomatière, mais méga angoisse. Moi je suis anti-technologie, j'ai pas de portable, pas de voiture, j'ai plus de télé, j'essaye de vivre comme à l'ancien temps, quoi. Nous en fait on n'est pas contre le progrès de la connaissance par exemple, parce qu'on nous traite souvent d'obscurantistes. Ça c'est l'insulte facile qui empêche tout débat. Voilà, vous êtes obscurantiste, donc il n'y a pas à discuter avec vous, vous voulez retourner à l'âge de pierre. Alors qu'en fait, nous, on est vraiment contre la science telle qu'elle est développée actuellement, c'est-à-dire sous l'asservissement de l'armée et de l'industrie. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, qu'aujourd'hui, il faut vider les laboratoires et éventuellement y retourner quand on aura réfléchi un peu plus. L'émission de ce soir est consacrée à la saucisse perroquet cybernétique. Test, test. Ich bin ein Wurst. Aujourd'hui, la science est dans une boîte noire. Personne ne comprend comment ça marche. Les gens se contentent d'appuyer sur un bouton. C'est une philosophie, une façon de voir les choses. C'est construire ta propre vie, ta propre culture, fais les choses toi-même plutôt que d'être un simple consommateur. Cloués à leur clavier d'ordinateur, méprisés par leurs camarades d'école, les nerds prennent leur revanche. Depuis 6 ans, ils tissent dans le monde entier un réseau souterrain, la communauté des Dorkbots. Dork pour pauvres types, bot comme dans robot. Leur credo, recycler les déchets high-tech en leur donnant de nouvelles fonctions. En plein cœur de la campagne anglaise, à 2 heures de Londres, la petite ville de Dorking accueille chaque année la communauté Dorkbot. Pendant un week-end, une 60aine d'artistes, bidouilleurs et programmeurs testent en public leurs dernières inventions. Mike, alias Dr High Voltage, est un habitué des réunions Dorkbot. À 32 ans, cet ingénieur en informatique présente sa dernière création, le Sparkophone, un xylophone fait maison à base de gaz inflammable, branché sur 400 volts. Bien sûr que c'est dangereux. Ce serait pas drôle si ça n'était pas. Je passe tout mon temps à faire des trucs utiles. Donc c'est bien de faire des choses inutiles, parce que c'est marrant. L'arme fatale de Mike, c'est son destrucotron. Dans les hôpitaux, quand le cœur de quelqu'un s'arrête, on utilise ça pour le réanimer. Et ben là c'est pareil, mais en beaucoup plus puissant. Ça te tuerait. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tiens, voilà ton CD. Des gens font la même chose que moi dans des galeries d'art. Moi, je fais ça juste pour le délire, pour le fun. Ils s'autoproclament artistes, mais c'est prétentieux, ça n'a pas de sens. Moi, je sais que ce que je fais n'a aucun sens. Mais je prétends pas que ça en a un. On a inculqué aux gens que la technologie était quelque chose de magique et de mystérieux. Quelque chose que seules des personnes diplômées ou ultra expérimentées pouvaient pratiquer. Ce que j'aime avec les Dorkbots, c'est que ça nous prouve que ce n'est pas le cas. Ici, pas de trophées ni de médailles. Toutes les expérimentations technologiques sont les bienvenues, avec un seul impératif, maîtriser parfaitement l'art de la récup et avoir un sérieux penchant pour l'absurde. Les Dorkbots défrichent de nouveaux terrains de jeu et défient les multinationales en détournant leurs produits. Dans l'ombre, ces hackers du chip rêvent d'atteindre un jour l'autarcie technologique.
Et maintenant, on arrive dans la pièce principale, là où tout se passe. Pete, alias Mr. Greenman, est l'un des organisateurs du Dork Camp. En 4 ans, il n'a pas manqué une seule réunion de sa cellule londonienne. Au Dorkbot, on essaye d'être le plus low-tech possible. Ça s'appelle Dork pour une bonne raison. On veut pas que les gens pensent qu'on est cool. Les cyberpunks, eux, ils s'habillaient, ils faisaient toutes sortes de choses. Ici, c'est le vrai cyberpunk. Les gens sont heureux d'être là, de démonter des trucs électroniques, puis de les remonter. Ils vivent leur vie et font pas semblant de venir du futur. Les Dorkbots se nourrissent d'une manne monumentale, les déchets de la société high-tech. Désormais, Monsieur Tout-le-Monde peut manipuler ses rebuts, hier encore aux mains des spécialistes en blouse blanche. Une réappropriation prophétisée dès le milieu des années 80 par William Gibson, qui imagine dans ses romans un monde peuplé de cyberpunk au cerveau infesté d'électrodes. Un nouveau territoire a été créé avec le cyberspace. C'est une zone que les gouvernements et les autorités comprennent moins bien que les individus qui habitent ce territoire. Et oui, les vrais cyberpunks n'ont pas d'implant en titane et ont troqué les lunettes infrarouges contre des montures à double foyer. Douglas Repetto, l'inventeur des Dorkbots, en est l'archétype. Notre credo, faire des trucs bizarres avec l'électricité. En 6 ans, les Dorkbots se sont implantés dans une vingtaine de pays. Organisés en cellules, ils ont investi Sydney, Barcelone, Berlin ou encore Rio de Janeiro. Si tu fais quelque chose qui s'appelle Dorkbot, tu ne peux pas te prendre au sérieux. Et il y a aussi une idée de partage. Pendant tout le week-end, les Dorkbots fonctionnent selon un mode de vie communautaire. Même leur musique se joue en réseau. C'est la rencontre entre l'art et la technologie. Les gens expérimentent des choses. C'est être créatif avec la technologie. Donc oui, c'est d'ici que vient le futur. Le doyen du groupe s'appelle Yoshi. À 64 ans, cet inventeur d'origine japonaise bidouille depuis l'âge de 10 ans. Ses dernières œuvres, un aspirateur transformé en dragon tricéphale ou un cupidon qui arme des préservatifs. Celui-là fait fuck. Tu vois? Fuck. Je suis bouddhiste zen. Mon père était prêtre et dans ma famille, l'argent, c'est sale. Yoshi déteste tellement l'argent qu'il offre carrément ses inventions aux World Companies. Quand un appareil photo à autofocus essaie de prendre un sujet en mouvement, il y a toujours un temps de latence. J'ai fabriqué un prototype pour résoudre ce problème. Et ça a marché. Donc, j'ai donné mon invention à Minolta. J'ai pas touché d'argent. Et j'ai pas déposé le concept. Clou du week-end Dorkbot, le Burning Dork. Câbles électriques, puces électroniques et circuits imprimés sont sacrifiés sur un bûcher. Un rituel emprunté au mythique Burning Man qui voit chaque été 30 000 participants, dont beaucoup de yuppies venus de la Silicon Valley, décompressés en plein désert devant une idole géante qu'ils incendient après 15 jours de délire en tout genre. Il y a du punk dans le Dorkbot. Ça fait partie du truc. On prend des objets, on les redéfinit, on en fait autre chose.
Depuis 20 ans, le e-waste, le volume des déchets électroniques, augmente de façon exponentielle. Aujourd'hui en Europe, chaque personne en produirait 4 kilos par an. C'est dans les poubelles de Londres que James Larson fait ses plus belles trouvailles. Au sous-sol d'un immeuble de Notting Hill, cet ingénieur de 39 ans joue au savant fou. Je transforme un vieux magnétoscope en distributeur d'aliments pour chats. Le magnéto était dans une poubelle, donc c'est gratuit. Le reste vient du magnétoscope ou d'autres trucs qui ont été jetés. J'ai payé 1 livre pour le moulin à viande d'occasion. C'est un cadeau de Noël très spectaculaire pour 1 livre. Ça suffit pour le chat. Depuis l'âge de 5 ans, James démonte tout ce qui lui tombe sous la main. Mais le vrai déclic, c'est lorsqu'il s'achète son premier Atari. Depuis, James récupère les vieux ordinateurs dont il possède la plus belle collection vintage d'Angleterre. Ce sandwich est vivant. Il évolue au fur et à mesure qu'il pourrit. Et dans cet ordinateur, il y a un logiciel qui sait à quel rythme le sandwich pourrit. Du coup, si je connecte ce sandwich à l'ordinateur, il peut détecter son niveau de détérioration et calculer l'heure à partir de là. Je ne faisais pas partie de l'équipe de foot, ni d'aucune équipe de sport. J'ai été très facile à contenter. Il suffisait de me donner une vieille radio cassée ou une vieille télé et je l'ai démontée. J'aime la beauté des composants. C'est comme une vie abstraite. L'énergie oscille et circule dans les circuits. J'aime l'idée qu'il y ait comme un feu invisible qui parcourt les circuits. Paul Grandjean a découvert les Dorkbots il y a 2 ans. À l'époque, en marge de son travail de professeur d'art plastique, il travaille sur la dépendance homme-machine. Paul mène alors les expériences les plus folles et les plus absurdes, costumes de lapins cyborgs aux robots sexués, des robots qui se draguent et copulent. Je suis un traditionnel enfant qui a travaillé avec le mécano, avec le Lego, qui a modifié des bicyclettes. Et puis quand je me suis retrouvé un peu plus adulte, j'ai commencé à faire ça un peu dans le champ de l'art contemporain, mais par hasard un petit peu. Intéressé par l'idée d'un animal artificiel, mais peu convaincu par le petit corps en plastique, je décidai de fabriquer un Tamagotchi en peluche, bien plus gros et bien plus doux. L'habit de fourrure, inspiré d'un authentique ours en peluche, fut taillé sur mesure. Il se nourrit de 10 mini hamburgers par jour. Et quand il a bien mangé, il fait un petit caca bleu. Je vous remercie de votre attention et dédie une pensée spéciale aux parents qui s'occupent des Tamagotchi pendant que les enfants sont à l'école. Dans la lutte acharnée que se livrent altermondialistes et grandes puissances, une nouvelle étape vient d'être franchie. Bienvenue dans le réseau des désobéissants. Paris, 4 avril 2007, 8h45, un petit groupe avec à leur tête José Bové fonce vers l'Élysée, résidence du président de la République. Un lieu placé sous haute sécurité où il est formellement interdit de manifester. Pas pour ceux qui refusent d'obéir. On a signé depuis 30 ans le traité. Bonjour madame. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Non. Vous n'empêcherez pas une élue de la République de marcher dans les rues. Attendez, non mais là on marche. Non, mais attendez, on marche gentiment. Sur le trottoir, on est sur le trottoir là. Bonjour, enchanté. Mais non, vous n'allez pas nous arrêter, on marche sur un trottoir. C'est quand même pas interdit de marcher sur un trottoir. C'est pas interdit de marcher sur un trottoir. Si, c'est interdit de marcher sur les trottoirs. Attendez.
Mais qui est derrière cette mission apparemment impossible? Depuis les émeutes de Seattle, entre les altermondialistes et les grandes puissances mondiales, la bataille fait rage, bloc contre bloc. Pour faire trembler à nouveau le système, certains ont imaginé un cheval de Troie. Clowns activistes, faucheurs d'OGM ou anti-pub, ils ont décidé d'unir leurs forces au sein du réseau des désobéissants. Juan, Xavier, Nicolas et Marie font partie de cette nouvelle organisation. Quatre mois plus tôt, dans les montagnes isolées du Vercors, c'est stage de formation à l'action directe non violente. Pour la première fois, le réseau réunit une trentaine de ses membres. Juan, Xavier, Nicolas, Virginie et Marie ont 2 jours pour échanger les techniques de parfaits désobéissants. Il faut qu'on s'amuse à militer pour qu'ensemble on partage des moments forts, des émotions, et que comme ça on attire plus de monde et qu'on soit plus fort et qu'on gagne à la fin. L'action directe, ça ne s'improvise pas. Ce matin, les désobéissants sont en pleine répétition générale. Au programme, simulation du blocage d'un réacteur nucléaire. Dans ce jeu de rôle, Xavier fait l'employé pas content qui veut travailler. Juan, Marie, Virginie et Nicolas portent le képi. Ça s'en aille, ça, tout ça là-haut, parce que nous on a les copains qui arrivent là avec les camions. Bon, et s'il vous plaît, là, c'est fini là, on part, allez, on s'en va. C'est bien, voilà, les journalistes sont là apparemment, bon, très bien. Allez, nous, il faut qu'on aille bosser, les copains arrivent. On va juste retarder, c'est pas pour vous, c'est votre patron. Ben oui, vous nous retardez, ouais, là ça marche, mais c'est pas du tout. Ouais, mais non, on a un boulot là, les gars. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Gendarmerie locale. Ah bah vous tombez bien en fait, voilà, ils nous empêchent d'aller bosser, il y a les collègues qui arrivent, la deuxième équipe, là, il faut que ça débarrasse. On va voir avec les chefs et on va voir ce qu'on fait. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va se régler. Où est les chefs? C'est moi. On t'explique exactement. On les prend et on les fait rouler comme ça. On les fait rouler. Allez, c'est toi qui vas faire rouler. Je prends du poids, non de... Filmez pas, s'il vous plaît. Je me suis rendu compte en tant que gendarme que ça me faisait chier quand les activistes crient quelque chose. Ça veut pas du tout dire que je vais arrêter de crier. Enfin, mon but, c'est quand même de faire chier le gendarme. Hein. Est-ce que j'oserais franchir et m'approcher des missiles Je sais pas. C'est peut-être un peu une drogue aussi, un peu un côté adrénaline aussi. Hein. C'est vrai que moi je suis complètement inexpérimentée, donc je vois ça avec les yeux d'une petite fille quelque part. Donc c'est vrai que bon, je sais que ça représente des risques qui sont pas seulement juridiques, on n'est pas à l'abri d'un bleu ou... Bon ça va, je suis pas douillette, mais bon c'est vrai que c'est quand même des choses qu'on appréhende au début. Gandhi, en n'obéissant pas au pouvoir britannique, ou la militante noire Rosa Parks, en refusant de céder sa place à un blanc dans un bus, donne ses lettres de noblesse à la désobéissance civile. Son théoricien, c'est l'américain Henry David Thoreau. Au XIXe siècle, il envoie balader son gouvernement en refusant de payer un impôt qui finance la guerre contre le Mexique. Pour les désobéissants, la fin justifie parfois les moyens. Paul Watson parcourt les océans à la recherche des baleiniers qu'il saborde et fait même couler. La désobéissance a même créé ses villes. La cité écolo et autonome Earthship s'est élevée sans permis de construire à la barbe des autorités américaines. Ton action, c'est de la tôle ferme au bout. Je vais beaucoup réfléchir avant d'y aller. Il faut vraiment que je sois sûre que le message passe et que ça ouvre un débat important, quoi.
Marie, 25 ans, est un vrai bâton de dynamite. Elle a été élevée par une mère infirmière et un beau-père financier reconverti dans le social. Les portes de bureau que lui ouvre son BTS de gestion, très peu pour elle. Marie a choisi de vivre de pas grand-chose. Actuellement au chômage, elle milite à temps plein. Cette rébellion, pour moi, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Ça fait vraiment un an et demi que je milite. Et ça a vraiment été un réflexe de se dire je suis pas heureuse comme je suis, il y a des choses qui vont pas, ça me déprime beaucoup. Alors est-ce que je continue à déprimer et je reste dans mon fatalisme et j'ai plus qu'à me tirer une balle en quelque sorte ou continuer à consommer comme un mouton et vivre ma vie comme ça, ou est-ce que je prends les choses en main et que j'essaye à mon échelle au moins de faire quelque chose pour que ça avance? Là je suis sur un champ de... Ah mais je... Non, je... Attendez, non, je sais pas, ça va mal se passer pour vous. Attendez, il y a votre chef qui... Monsieur. Tu viens dans le fourgon avec moi, gentiment. Et qui est-ce qui s'est déjà pris des lacrymos dans la gueule? Je pense un peu tout le monde, au moins en étant lycéen. On va poser la question. Flashball, quelqu'un inconnu déjà? Non. Taser, ça c'est le petit truc électrique. Ça va pas tarder ça. Là, celui-là, il est pas de ma taille. Il est très limite. On se le passe, enfin, on le passe dans la grille derrière et on se ferme ici sur une action où ils ont vraiment essayé de force à ce qu'on passe la tête. Alors, ça en passe un très mauvais moment. La désobéissance, c'est une arme. Alors que l'État fait tout pour étouffer et encadrer la contestation, les désobéissants, en agissant hors des cadres légaux, sèment la zizanie. Utilisée au G8 pour bloquer les routes ou lors des fauchages de maïs transgéniques, la désobéissance crée des images spectaculaires et des polémiques. En décembre 2006, les enfants de Don Quichotte, en organisant le campement illégal de SDF en plein Paris, font avec des tentes plus de bruit que des milliers de manifestants. Je me dis que si je ne bouge pas, déjà qu'on n'est pas nombreux, qui va bouger et puis tout ce qu'on va se prendre et tout ce que les gens déjà subissent. Moi, je subis assez peu pour l'instant. Je suis un peu précaire, tout ça, mais c'est presque un choix. Xavier, 34 ans, est le chef d'orchestre de la bande. Il voulait changer le monde en faisant de la politique, de celle qu'on apprend dans les grandes écoles. Après un détour par Sciences Po, l'ancien animateur de Colo devient chargé de mission à Greenpeace. Xavier quitte l'organisation l'année dernière pour fonder le réseau des désobéissants. J'ai fait un journal politique qui commence à... Ouais, j'ai pas encore 13 ans, le premier numéro, que je vends au collège. J'écris avec... Enfin, je commence à mobiliser 2-3 copains. Déjà, il est interdit par la directrice du collège, donc il faut le faire sous le manteau. Bon, voilà. J'en ai pleuré parce qu'évidemment, j'étais un peu impressionné par une directrice qui voulait me virer. Mais finalement, je décide de continuer quand même. Il y a un truc que j'aimerais bien apprendre, c'est à parler. Enfin, je sais parler, mais je veux dire, ces trucs, quand t'as des mecs qui arrivent, furibard, en nous disant « Ouais, comment vous nous empêchez de bosser et tout », je me dis bon... Avoir des arguments, tu veux dire? Oui. Mais ça se travaille. C'est pas simplement avoir des arguments, je pense que j'en ai, mais c'est plutôt comment faire pour que le mec t'écoute. Après 2 jours d'atelier non-stop dans le Vercors, il est temps de se disperser avant la première action grandeur nature prévue en Écosse. Mais attention, quand on a goûté à la désobéissance, difficile de s'en passer. C'est pas possible là, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas possible. Ah, c'est non violent, on bougera pas. Arrestation! Arrestation! On le balance dans le fossé, Dans les poubelles. Là, on est en train de les lâcher dans la nature. Je pense qu'on n'a pas trop réalisé ce qu'on lâchait dans la nature. Faites chier les gauchistes, allez bosser, bande de fainéants.
Glasgow en Écosse, mars 2007, J-30 avant la prise de l'Elysée. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas hostiles à la désobéissance. C'est une église qui sert de QG aux activistes venus de toute l'Europe se relayer pour perturber le fonctionnement d'une base nucléaire. Nom de l'opération Fastlane 365, comme le nombre de jours que durera ce blocage. Pendant ce temps-là à Paris, dans un endroit tenu secret, les 2 membres du réseau des désobéissants, Juan et Virginie, s'activent. Bon, vous êtes où les cocos? Voilà. Faut voir avec l'autre. Atelier blocage des bras, arme bloc, pour qu'on puisse être bloqué le week-end prochain. Comme ça s'achète pas au supermarché où il n'y a pas de boutique qui vend ça, donc il faut se le bricoler. Donc on fout la moquette direct, on fout le grillage, on le serre, on met du plâtre et on le fout dans le tube. Avant de rejoindre les Écossais le week-end prochain, les désobéissants fabriquent ces armlocks sous l'expertise de Juan. Armlocks, de l'anglais arm, bras, et lock, serrure, permettent de créer une chaîne humaine que les forces de police auront bien du mal à briser. Voilà, avec tout ça, j'ai manqué la messe. Ouais, mais bon, vous vous rendez pas compte. Ah ouais, non, mais, attends, si, je suis à jour parce que j'ai passé des années dans un collège de curé. J'ai servi la messe pendant des années entières, donc j'ai pas mal de messes en avance. Je suis en train de me coller moi-même à mon truc. Enfin, déjà, essaye de voir si c'est la bonne place. Non, mais t'es pas activiste par hasard. Hein. En fait, si tu fais une psychanalyse, tu te rends compte qu'il y a un lent passif. Ma mère a dû me bercer trop près du mur. Il y a un vieux reste de révolte enfantine, de ne pas accepter le monde tel qu'il est, quoi. Juan, c'est le professeur tournesol de la bande, toujours un tour dans sa poche en matière de blocage. À 58 ans, cet ancien patron d'une entreprise de design est désormais animateur pour enfants dans des cités. Sa quinzaine d'années passées à Greenpeace en font un des atouts du réseau des désobéissants. J'ai pris 6 mois de prison avec sursis pour une action qui était complètement symbolique il y a quelques années. Quand on sort du tribunal, on n'est pas abattu en se disant « je ne ferai plus jamais rien, je vais arrêter ». Non, on est remonté comme une pendule. L'action, c'est un truc de maso parce qu'on attend longtemps. Hein. Après, il y a l'action elle-même. On se retrouve des fois exposé aux intempéries, au froid, au chaud, à la pluie. Et des fois, on se dit, mais que fait la police? Quand c'est qu'ils nous sortent de là? Inspirés des techniques de guérilla, les activistes font de leur faiblesse une force. Sur leur zodiaque, les écolos partent à l'abordage des énormes baleiniers. Le déséquilibre du rapport de force joue en leur faveur aux yeux de l'opinion publique. L'enchaînement aux arbres des Eco-Warriors poursuit le même objectif. Le but n'est pas de gagner le combat, mais de créer des images chocs qui ridiculisent la force publique. Au fur et à mesure, les altermondialistes ont imaginé tout un attirail pour montrer la brutalité des puissants et l'encaisser, à la manière des tutte bianche italiens et de leur armure de pneus. Et tout ça, ça va passer la frontière sans encombre, vous pensez? Je veux pas savoir, vous m'avez pas pourri mon dimanche pour pas passer la frontière avec ça. Ça vous démerdez, vous passez sous l'eau, je veux pas savoir. 2 jours plus tard, des kilomètres de parpaings et de barbelés au sud-ouest de l'Écosse. Fastlane est la plus grande base de l'OTAN en Europe. Ralentir l'arrivée des employés pour perturber le fonctionnement de la base, c'est l'objectif du lendemain pour Virginie, Ben, Xavier et les autres.
As a child, I was afraid of the storm, but now I welcome the rain. C'est joliment grillagé. C'est impressionnant. Et là-haut, là, quand tu montes, t'as un rouleau au-dessus, t'en as 3 en dessous, t'as un trou, t'en as 3 autres. C'est laisse tomber quoi. Faut être Superman pour rentrer. On va essayer de bloquer toute la journée, enfin le plus longtemps possible, le fonctionnement de cette base. On est d'ailleurs allié avec un groupe d'Oxford, une quarantaine de militants d'Oxford qui vont s'occuper d'une autre porte, parce qu'il y a 2 portes principales. Et puis si on n'est pas tous arrêtés, le lendemain, mardi, on recommence. Depuis 15 ans, le Peace Camp accueille les antinucléaires au pied de la base de Faslane. Angie Zelter, 30 ans d'activisme et une centaine d'arrestations au compteur, fait partie du noyau dur de ce village d'irréductibles. Avec 2 autres femmes, j'ai pris un bateau pour atteindre une barge de la base. On s'est infiltré et on a jeté tout l'équipement dans le bras de mer. Et il y en avait pour 100 000 livres sterling. C'était sur cette barge que se faisaient les expérimentations pour rendre les sous-marins Trident invisibles sous l'eau. On a passé 5 mois en prison et on a gagné notre procès, en plaidant que la préméditation de meurtre à grande échelle est illégale. Dans ce campement provisoire qui dure, les désobéissants mettent leurs forces en commun. Les autorités britanniques estiment à 27 millions de livres sterling par an le coût du blocage de la base. Pour Virginie, fraîchement débarquée, c'est bizutage. Certains activistes ont collé des parties de leur corps au grillage de la base. C'est très dangereux, ce sont des produits très chimiques. Mais c'est efficace car la police met du temps à les évacuer. Oui, pour les détacher, elle utilise du dissolvant. Il y a même un activiste qui s'est collé la langue à la base. En signe de contestation. Il achète des joints pour l'aéronautique. Donc, déjà, le produit en lui-même, c'est une matière plastique issue du pétrole, donc super polluant. L'aéronautique, c'est super, les avions qui polluent et c'est super pas bien non plus. Virginie, c'est la nouvelle recrue devenue en 3 mois mademoiselle logistique du réseau. Pour pouvoir désobéir à plein temps et pas seulement le week-end ou pendant ses vacances, elle songe à quitter son job pour un boulot dans l'associatif. Le déclic, elle le doit à Philippe K. Dick et ses romans d'anticipation qui ont inspiré Blade Runner au Minority Report. Pour limiter la casse, Virginie a fait le tri en éliminant les produits polluants de son Sweet Home. Tu vois, tu pars avec des poignées de fruits secs ou les dattes, tout ça, et en fait, t'en manges 3-4 et t'as ta dose de sucre. Non, c'est vrai. On joue à cache-cache, il joue à cache-cache, on va jouer à cache-cache. Tu t'es pris un pain? C'est du quoi? C'est du mercurochrome. J'ai pas trouvé de nez rouge. Et tu veux te mettre dans un clown? J'aime bien, tu sais, ça rajoute une note de bonne humeur devant la police. Ouais, voilà, ça fait plutôt. Je me suis pété le nez et j'ai mis du mercurochrome. Oh là là, mais tu t'as aucun esprit imaginatif, toi aussi. Hein. Bon, ok. Avec ton béret. Ouais, toi avec ton béret, ça fait un peu, je me suis perdu de l'ONU, quoi. Bah ouais.
Vite, 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 vite. Allez, hop, hop, hop. Pour les désobéissants, l'arrestation fait partie du scénario. Ah non, 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 moi je ne vais pas me laisser faire, je suis pas aimable. Non, 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 il en faut deux. À leur côté, Xavier et quelques activistes sont affectés à la tâche d'ange gardien. Ils prennent les noms des militants arrêtés comme Virginie ou Ben, que défendront plus tard les avocats bénévoles. On a quand même réussi, mine de rien, parce que les 500 voitures, là, elles ne sont pas en train de passer. Ils en ont fait passer 6 ou 7 max. Donc ça veut dire qu'ils ont été obligés de détourner le trafic en amont. Du coup, on a déjà en partie réussi ce que nous voulions. Vous préférez qu'on vienne tous les 3 jours ou qu'on ne vienne pas du tout? Ça serait ennuyeux sans nous. Moi j'aime bien les Français, donc vous pouvez venir quand vous voulez. Moi j'aime bien les Français. Merci beaucoup, vous êtes le bienvenu en France quand vous voulez. Mais sans votre uniforme. Marielle